Bonjour à tous. Que faire dans la France de 2020? C'est la question que pose Laurent Oberton dans ce livre « Éloge de la force, renverser l'histoire » paru aux éditions Ring. Laurent Oberton, journaliste, écrivain, auteur à succès, et notamment du livre très connu, souvenez-vous, « La France Orange Mécanique ». C'est un constat très amer que fait Laurent Oberton de la France d'aujourd'hui. Et pourtant, il y apporte des solutions, du moins ses solutions. C'est ce qu'on va voir avec lui. Il est là. C'est parti. Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Pourquoi faire un éloge de la force aujourd'hui? Alors, l'éloge de la force vient du constat d'une faiblesse générale de la population consciente, on va dire, parce que la population inconsciente, sa faiblesse, elle l'ignore totalement. Mais mes lecteurs, en général, me posent la question depuis pas mal d'années, depuis la France Orange Mécanique. Le constat, c'est très bien, on le partage, on l'a fait aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On n'a aucun levier qui mène au pouvoir. Toutes les tentatives d'insurrection, le mot est peut-être un peu fort, mais de protestation dans la rue sont digérées, matées, rapidement oubliées. On a l'impression que la situation est déjà perdue. Et pour contrer justement ce défaitisme moral, je pense qu'il ne faut pas partir de l'État, de la superstructure, de l'extérieur, de l'homme providentiel, tout ça, mais plutôt se poser la question de cette faiblesse. Si on se ressent à ce point impuissant et qu'on ne voit une solution que déléguée, extérieure à nous-mêmes, peut-être qu'on pourrait travailler sur cette impuissance et commencer par là. Parce qu'un individu, s'il est impuissant, même si quelqu'un d'autre résout ses problèmes pour lui, il ne peut pas se sentir fier de ce qu'il est, il ne peut pas aller à l'accomplissement. S'il ne prend pas part à son existence, à aucun moment, s'il ne se prend pas en main. Donc, c'est tout l'axe de ce livre, de se tourner vers soi, en fait, de se demander ce qu'on peut faire, nous, justement, pour améliorer cette situation. Et alors, que faire? Alors voilà, moi j'ai essayé de résumer ça en 10 lois assez générales. Je pense que si l'individu ne se développe pas, s'il n'a pas du tout de maîtrise de son environnement, s'il n'est pas reconnu dans son existence par un certain nombre d'autres individus, par ses pairs, il n'a aucune chance d'être entendu, de peser et d'exister. Et aujourd'hui, donc, on commence par produire du discours, produire de la colère, à véhiculer tous les messages qu'on veut. Mais si on n'existe pas, si on n'est pas reconnu en tant qu'individu, pour des aptitudes particulières, pour un talent, je ne sais pas lequel, on n'a aucune chance d'être entendu. Donc vraiment de commencer par là, de se construire, de réussir et d'exister. Et après, on pourra être entendu. Donc c'est vraiment la base, le pilier du livre, il est un peu là. Et dans cette construction de soi, ne rien attendre de l'État. Encore une fois, vous faites dans votre livre une critique vraiment au vitriol de l'État. Nos vies dépendent de l'État. Vous dites qu'il faut tuer Big Brother. Est-ce que quand même, par exemple pour des questions, les questions du rôle régalien de l'État, à savoir par exemple la sécurité, l'armée, les hôpitaux, l'école, est-ce que l'État, dans certains domaines de la vie, ne se justifie pas en tant qu'entité? Mais moi, je poserais le problème à l'envers. C'est que si on prend la situation actuelle, le rôle régalien de l'État, qui est d'assurer la sécurité des citoyens, n'est pas respecté. L'État aujourd'hui ne garantit pas l'application de la loi, du code pénal. Il suffit d'aller dans les tribunaux pour le constater. La loi n'est plus appliquée en France. L'État ne garantit plus l'intégrité du territoire. Il ne contrôle plus l'immigration. En tout cas, la politique d'immigration échappe totalement à la volonté populaire. L'armée est utilisée aujourd'hui pour sauvegarder des intérêts particuliers à l'étranger. Encore une fois, elle échappe à toute forme d'approbation de la souveraineté nationale, de la volonté populaire. Donc, l'intégralité de la mission régalienne n'est pas appliquée par cet État. Et c'est là qu'on se rend compte que face à cette chose, ce léviathan, le citoyen n'a aucun moyen d'imposer sa volonté. On peut crier, on peut se plaindre, on n'a pas accès à l'expression publique, aux grands médias, qui sont contrôlés intégralement par l'État.
Ils imposent une vision du monde qui n'est pas celle du peuple, qui va à l'encontre de celle du peuple. On le constate par exemple avec l'immigration ou avec d'autres sujets, comme l'application de la loi, la justice. Et en fait, on se rend compte que cet État est bien plus efficace en tant que machine à conditionner les foules. Il détient donc tous les canaux d'accès à l'expression, les grands médias, il détient le milieu universitaire, il contrôle le milieu culturel, donc en fait, il façonne les âmes, il se contente de se reproduire, de créer l'administration, créer de l'administration, de percevoir des impôts qui sont complètement délirants. Les impôts doivent être consentis, c'est la base du contrat social. On assure la sécurité, on protège les frontières, on a une armée, le citoyen en contrepartie paye un impôt. Aujourd'hui, on est à 40 000 € d'impôts par travailleur et par an. Cette somme est complètement folle. Il faut aujourd'hui payer très cher pour travailler en France. Le travail coûte très cher. Donc là, il y a l'État est complètement sorti de sa mission. Il restreint de plus en plus les libertés individuelles justement pour faire durer cette situation qui est intolérable. Et la seule solution qu'on voit à ça, c'est de modifier les acteurs de l'État. Mais du coup, on ne va pas résoudre le problème comme ça, parce que le problème sera toujours là. Même si on nommait quelqu'un, je ne sais pas, n'importe quel individu qui serait déterminé à changer les choses au sommet de l'État, absolument rien ne dit que 5 ans plus tard, il ne sera pas remplacé par un autre démagogue qui, lui, va utiliser justement les pouvoirs quasiment infinis de cet État à son profit et au profit de ses amis. Ça, c'est très humain. Et aujourd'hui, les politiciens veulent le pouvoir, ils ne veulent pas du tout le bien-être de la population. Il faut sortir de cette fable. Donc, l'État en lui-même est devenu un problème très très sérieux et à mon avis, notre principal problème. Et tant qu'on persiste à se défausser sur lui, à se dire c'est lui qui va régler nos problèmes, on se donne une excuse pour continuer d'attendre, de ne rien faire et de voir la situation nous échapper de plus en plus. Et plus l'État va accroître sa pression justement sur nos libertés, sur ce qu'on peut dire ou pas, sur la morale qu'il convient d'avoir ou non, eh bien, plus le citoyen va subir la situation. En même temps, l'État a le monopole de la violence légitime. Donc face à lui, que faire ? Alors, déjà, on a des doutes, parce qu'en vrai, la violence aujourd'hui, qui s'exerce contre nos concitoyens, par ce qu'on appelle l'insécurité, qui est, à mon sens, le terrorisme, à côté de ça, c'est un épiphénomène. Le vrai terrorisme ordinaire, c'est ce qu'on appelle l'insécurité. 120 coups de couteau par jour en France. Les fameuses bandes, les bandes criminelles se comportent comme une troupe d'occupation. Le citoyen qui ne baisse pas les yeux, qui ne donne pas sa cigarette, qui ne se soumet pas, est massacré dans la rue. C'est un peu ce que faisait l'armée française quand elle occupait une partie de l'Allemagne. Si le type ne se découvrait pas sur le passage de l'armée, il se prenait une correction. C'est à peu près la même chose. Donc l'État aujourd'hui laisse sciemment, parce que la loi n'est pas appliquée. C'est l'État qui est censé faire appliquer la loi au nom du peuple, pour le peuple, par le peuple. La justice est rendue au nom du peuple, mais en réalité, allez encore une fois dans un tribunal, vous verrez que ces individus-là, qui enfreignent la loi, qui sont ultra archi-récidivistes, ne sont jamais condamnés à hauteur de ce que prévoit le code pénal. Donc l'État, non seulement tolère cette violence, donc quelque part il la légitime, cette violence de la rue contre le citoyen honnête. Et la violence qu'il va exercer, qu'on prétend légitime, il va l'exercer contre les citoyens dociles. Ceux qui payent leurs impôts, ceux qui payent leurs amendes, ceux qui ne portent pas leur masque. Enfin, ça nous fait peur à nous parce qu'on n'a pas envie de payer l'amende, parce qu'on va la payer, parce qu'on est solvable. Donc, on va exercer cette pression sur toute la catégorie de population serviable, corvéable, c'est qui paye ses impôts et que si elle a un jour de retard, elle va prendre une majoration de 10%. Et voilà, on a peur de ça. Donc, encore une fois, la mission régalienne primaire d'appliquer la loi égale pour tous, de protéger les citoyens des individus dangereux, des agressions physiques, de la coercition, de la menace, elle n'existe plus. Elle est là aujourd'hui pour assurer le fonctionnement de l'État, son train de vie, le recouvrement des impôts. Alors comment peut-on imaginer une police, par exemple, sans État ? La question, c'est vous, Oberton, si vous aviez les moyens par vos mains de construire une société telle que vous la voyez, telle que vous l'imaginez, quel visage aurait cette société ?
Ça, c'est plus compliqué parce que là, on est vraiment dans l'utopie. Et moi, c'est pas mon fort. Je suis plutôt contre-utopie. J'essaye de pointer les problèmes de la société que nous connaissons. Et il est difficile d'imaginer, par la nature même de la société actuelle, ce qu'elle pourrait advenir. Est-ce que les individus ont suffisamment, justement, le sens des responsabilités pour se gérer eux-mêmes, se réguler eux-mêmes, ou pas, ou est-ce qu'ils ont déjà basculé dans un état de domestication rendant la présence d'un maître obligatoire? C'est très compliqué à définir. C'est la question fondamentale. C'est vraiment une question fondamentale. Et je pense que la masse des citoyens domestiqués et dépendante augmente année après année, et que la masse des individus responsables, qui non seulement assurent leur propre train de vie, mais aussi celui d'une bonne partie de la population, se réduit fatalement, puisqu'elle est de plus en plus taxée, elle n'est pas favorisée. Donc, comme sa situation n'est pas favorable, évidemment, elle diminue en volume. Donc, on va vers un point de bascule économique qui est fatal à un moment donné. Ce modèle, de toute façon, il n'est pas viable. Donc, on va arriver à autre chose. Et là, évidemment, c'est clair que si l'État s'effondrait demain, ce serait assez épouvantable parce que le taux de dépendance est total. Et on l'a vu avec la crise du Covid. Il a suffi comme ça, il a suffi d'une crise comme ça pour qu'on ait des scènes de panique et que tout le monde se rende compte à quel point il dépendait des systèmes de distribution, des autorités. On a bien vu, hein, j'ai pas de masque, c'est un scandale. L'État n'a pas de masque. Maintenant, l'État amène des masques, c'est un scandale parce que l'État nous force à porter des masques. Cette relation du citoyen ultra-domestiqué est paradoxale, c'est la relation de l'enfant avec la mère abusive. C'est-à-dire qu'il va tout exiger, il prétend il en veut encore plus parce qu'il pense que ça va l'aider à exister, à se créer une identité. En réalité, c'est faux. Et il va être extrêmement ingrat, il va être extrêmement agressif. Et peut-être la mère abusive va en perdre le contrôle, mais lui-même n'aura jamais une forme d'autonomie. Donc là, je ne sais pas si la population est prête à passer le cap, à arriver à autre chose, à se gérer elle-même, à faire avec des polices privées, pourquoi pas, police publique, police privée, à la limite. Encore une fois, ça nous paraît choquant, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, police privée, on imagine tout de suite quelque chose d'affreux. Mais en quoi la police publique serait-elle garante d'une meilleure probité? C'est pas du tout évident quand on y réfléchit. Justement, la police publique, sa particularité, c'est qu'elle est un monopole total, exclusif, obligatoire. On doit payer pour elle, on doit la respecter, lui obéir, s'y soumettre. Et donc, si l'État était pris à la tête de l'État, des individus animés de très mauvaises intentions parvenaient, je ne dis pas ça du tout pour les individus actuels à la tête de l'État, mais en admettant que ça arrive, la police, elle a des pouvoirs qui sont incroyables. Mais c'est l'expression aussi de la volonté collective de ce qu'on appelle la démocratie. Alors vous avez une définition très dure de la démocratie dans votre livre, vous dites c'est deux individus qui s'entendent pour en dépouiller un troisième. Mais quel système vous proposez? Parce que la critique ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on attend aussi. En fait, moi, je pense que plutôt que de se baser justement sur ce principe démocratique du droit de vote, du nombre, c'est-à-dire on additionne les voix et au bout du compte, celui qui a le plus fort pourcentage à tous les pouvoirs, c'est la porte ouverte à toutes les démagogies et ça me paraît assez fou. Je pense plutôt qu'il faut garantir l'intégrité en partant de l'individu. C'est plutôt assurer à chacun une forme de droit de veto sur sa vie. Ça veut dire que l'individu libre, on ne doit pas pouvoir lui imposer quoi que ce soit. À part, évidemment, tout ce qu'il pourrait imposer à d'autres. C'est-à-dire que chacun vit sa vie comme il l'entend, sauf si il va tenter de contraindre, ou menacer, ou agresser, ou voler ses pairs. C'est très simple, hein, c'est une définition très primaire de la liberté individuelle, mais je trouve qu'elle est pertinente. Et là, le problème avec ce qu'on fait avec l'État, c'est que non seulement on donne à l'État tous les pouvoirs sur notre intégrité, c'est-à-dire que s'il veut nous imposer à faire quelque chose demain, on n'a aucun moyen de lutter contre ça. Si la population vote, je ne sais pas, par référendum sur, je ne sais pas, la mort des individus à casquette de travers, à la limite, constitutionnellement, ça pourrait tout à fait se mettre en place. On pourrait à peu près tout imaginer. Et l'individu seul, il ne peut pas lutter contre ça. Donc s'il n'avait pas cette espèce de garantie, ce veto sur sa personne et ses libertés, il est perdu. Et ce système-là ne garantit pas ça du tout à l'heure actuelle. Donc vous êtes pour une sorte de société de petits producteurs autonomes
indépendants. Pas forcément petits. Hein. Après, les individus pourraient très bien avoir de grandes... se développer comme ils l'entendent. On peut imaginer des entreprises un peu comme celles qu'on a aujourd'hui. Mais à partir du moment où les règles du jeu sont les mêmes pour tous, qu'il n'y a aucun privilège légal, aujourd'hui encore une fois, ce n'est pas le cas. L'État n'est qu'une machine à privilèges. Il va privilégier des banquiers, il va privilégier des grandes entreprises, il va privilégier même des individus qui vont percevoir des aides. Il fait des distinctions entre les citoyens, alors que justement son rôle sacré serait de ne jamais faire de distinction. À partir du moment où vous volez, où vous attentez à l'intégrité de quelqu'un, où vous tentez de le contraindre à quelque chose, c'est interdit. Et la loi doit s'appliquer. C'est très simple, hein, encore une fois, mais le système actuel que nous connaissons n'est pas du tout celui-là. L'État est un distributeur de prébendes. Et quand, de par sa nature, en fait, il paraît quasiment impossible de l'empêcher d'en devenir un, puisqu'il a cette prépondérance, cette surpuissance, et il n'y a absolument rien qui s'oppose concrètement à lui. Est-ce que vous avez une société à nous donner en exemple? Une société qui, pour vous, est une référence? Un type de société? Non, il y a des sociétés, on pourrait parler peut-être du Liechtenstein ou de sociétés comme ça, qui sont justement où le rôle de l'État est bien plus modeste, modéré déjà dans un premier temps. Il y a un État, mais on laisse aux citoyens une autonomie énorme. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, en fait, gérer l'intégralité de leur vie, leur dire comment on doit manger, comment on doit s'habiller, la santé. Parce qu'à partir du moment où l'État contrôle la santé, évidemment, comme il est comptable, enfin, que ça coûte très cher, il doit contrôler le comportement de ses concitoyens. Il ne peut pas les laisser faire n'importe quoi, parce que du coup, sinon, on a des répercussions sur le budget de la santé. Donc, on est obligé de contrôler le citoyen, son alimentation, est-ce qu'il prend soin de lui, est-ce qu'il fait toutes ses visites et tout ça. Et on arrive à une société fatalement tyrannique. Moi, c'est pour ça que je préférerais qu'on fasse le pari, qui est peut-être encore optimiste, hein, de la responsabilité individuelle. Les gens se gèrent eux-mêmes, ils sont responsables. Si tu manges n'importe comment, eh ben, ça finira par te coûter cher, et en plus, c'est toi qui vas payer. Plutôt que l'État, la société et tous les autres, c'est-à-dire justement les seuls individus responsables qui paieront bien plus pour ceux qui ne le sont pas. Ça me paraît injuste. Et en même temps, on voit bien que quand des sociétés privées prennent en main un domaine, je pense par exemple à l'information, aux réseaux sociaux, avec les GAFA, une puissance colossale qui est de l'ordre quasiment du service public, c'est pas non plus facile de lutter contre ça. Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas plus simple de lutter contre l'État, finalement, que de lutter contre des sociétés transnationales à échelle mondiale? Le problème de ces GAFA, c'est aussi justement elles font tout avec les États. Parce que les États ont saisi justement encore un levier d'accroître leur puissance. Et aujourd'hui, ces GAFA, on le voit bien, toutes les lois qui sont passées, les GAFA d'ailleurs s'empressent la plupart du temps d'être d'accord avec ça. Il faut restreindre la liberté d'expression, on va bannir tous les comportements... et fonctionne main dans la main avec l'État. Évidemment, bénéficie en retour d'avantages considérables, qu'ils soient fiscaux ou autres. Et encore une fois, si l'État se contentait de faire appliquer la loi et de laisser chacun faire comme il voulait, on serait absolument libre de choisir d'autres moyens de communication qui pourraient se répandre plus facilement que ces énormes monopoles. Ça, c'est le problème du consommateur, avant toute chose. C'est que si on estime que ces trucs-là ont beaucoup trop de puissance et de pouvoir dans nos vies, on est tout à fait libre de passer, d'en choisir d'autres. Pourquoi ne le fait-on pas? C'est une question qu'il faut poser aussi. Aussi parce que la loi de la concurrence amène, en fait, contrairement au schéma dont parle l'économie, la microéconomie, etc., en fait, la concurrence amène à l'oligopole et au monopole. Et qu'à la fin, en fait, on n'a plus le choix. C'est soit tu vas sur YouTube et tu as accès à un public, etc., soit tu vas ailleurs, mais tu n'auras plus de public. Donc, en réalité, c'est un non-choix, comme pour Facebook. Mais si ça, c'est un problème de... Si on part de ce principe comme quoi on est battu et on doit forcément aller sur le terrain de l'ennemi, moi, on m'avait dit, par exemple, quand j'ai commencé à écrire, les médias, c'est indispensable. Si tu passes pas à la télé, tu peux pas vendre de livres, c'est absolument impensable. C'était il y a 7 ans. Mes livres, aujourd'hui, ne passent plus du tout dans les médias. À une époque, j'ai fait quelques médias, maintenant, c'est plus du tout le cas. Et pourtant, mes bouquins se vendent mieux maintenant qu'avant. Et c'est pas... Je pense que ça veut dire que
on peut toujours trouver le moyen, justement, de ne pas se soumettre à cet ordre établi qu'on nous présente comme inéluctable et trouver des moyens alternatifs. Je pense que de toute façon, à très court terme, les individus comme moi seront radiés de Facebook et de YouTube, parce qu'on sent très bien que là, la pression monte, et en particulier à l'approche des échéances électorales, le champ des libertés se restreint, et donc on sera fatalement obligé de faire autrement. Donc, si on part du principe que YouTube a fermé, donc j'arrête mon activité, je vais faire autre chose, c'est fini. Il faut trouver le moyen de contourner ça. Et justement, si l'État ne nous en empêche pas, laisse à chacun la liberté de créer des réseaux, des médias et des choses concurrentes, on a une chance d'y parvenir. Vous parliez tout à l'heure du référendum. Le RIC, vous, ça vous parle pas? Non, enfin moi, tout ce qui est élection, enfin c'est piège à con, hein, comme on dit, c'est une facilité, mais c'est évident. Hein. Enfin, le dernier référendum auquel j'ai assisté, je m'en souviens encore, de 2005, on a vu comment ça s'est terminé. Donc l'État peut s'amuser à mettre en scène la démocratie, ce qu'il fait d'ailleurs à chaque élection, mais encore une fois, s'il détient toute la puissance des médias de masse, de toutes les structures qui peuvent conditionner une population, les écoles, les universités, tout ça c'est l'État, la culture c'est l'État, France Inter, enfin, tout l'État détient toutes ces personnes-là, diffuse les messages donc, qui sont en sa faveur, en la faveur de l'idéologie dominante. À partir de là, les armes ne sont pas égales, parce que nous, on peut toujours se plaindre, on peut crier par-dessus la haie à notre voisin, mais on a un pouvoir qui est ridicule. Même si on est très bon, même si on est persuasif, tout ce qu'on veut, on ne peut pas rivaliser avec cette machine-là. Donc à partir du moment où l'État détient ce monopole, tout ce qui est élection, ça finit mal en général. C'est pas forcé, mais il y a de fortes chances que ça se termine mal. Vous parlez tout à l'heure de la violence au quotidien, et vous faites dans vos livres précédents ce lien entre violence et immigration. Comment on peut prouver ça? Comment vous prouvez ça? Quels chiffres on a, puisque on a les chiffres. Oui, théoriquement, techniquement, c'est interdit, mais c'est plus subtil que ça. En réalité, c'est interdit, mais à moins que on le fasse dans le cadre de recherche, dans le cadre d'un intérêt public. Moi, je pense que c'est un intérêt public majeur d'évaluer la composition carcérale, la composition de la délinquance, de la criminalité. Et certains chercheurs l'ont fait. Évidemment, ça leur a coûté très cher. Évidemment, leurs collègues n'y reviendront pas parce que quand on est chercheur, on est plutôt quelqu'un, on travaille dans l'ombre, on n'aime pas trop les plateaux de télévision. Et quand on se fait lyncher, et quand notre carrière, notre réputation est entachée par tous les petits collègues médiatiques, ça fait très mal. Donc on arrête les frais, on le fait une fois, mais pas deux. Mais ces recherches existent et démontrent de manière très claire la surreprésentation de certaines populations immigrées dans la délinquance, immigrées ou issues de l'immigration. Donc là, les chiffres sont absolument sans appel, que ce soit au niveau carcéral, à tous les échelons judiciaires, les plaintes, les personnes signalées, les faits constatés, les personnes condamnées, enfin, on a la même surreprésentation. Et alors comment, dans votre vision, gérer ça sans État? Mais en fait... ne serait-ce que la question des frontières, les frontières nécessitent un État pour être gérées. Dans les pays où les États sont même plus faibles, ces questions-là aussi sont gérées. Et peut-être même de manière bien plus radicale, donc bien plus dissuasive. Parce que là, l'État aujourd'hui, justement, on lui a laissé le monopole de cette gestion. Se faire sa justice soi-même, c'est quelque chose d'épouvantable, la légitime défense est très critiquée aujourd'hui par l'État. Mais si l'État ne rend pas la justice, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Si vous la rendez vous-même, alors qu'elle n'a pas été rendue, je compile sur ma page Facebook très régulièrement justement des condamnations qui débouchent sur rien. Agression sexuelle sur mineurs, il y en a plusieurs tous les jours. Condamnation à du sursis, donc à rien. Donc si le père de l'enfant qui est victime se fait justice lui-même, là par contre, lui, il va manger. Parce que ça, on ne peut pas. On ne peut pas se substituer à la justice, on ne peut même pas la critiquer. D'ailleurs, c'est interdit par le code pénal, donc je retire ce que je viens de dire juste avant. Je ne savais pas ça. Si, c'est dans le code pénal, toute remise en cause d'un jugement prononcé, enfin voilà, on ne peut pas. Donc faites attention à vous. La justice se protège elle-même. Hein. Donc
le problème là aujourd'hui est bien plus grand que si, je ne sais pas, des juridictions particulières, par exemple, je ne sais pas, comme on a pu voir dans l'histoire de France, des villes rendaient la justice, des collèges de magistrats, de citoyens. Enfin, on a imaginé des centaines de manières de la rendre. De toute façon, elle ne sera jamais parfaite puisque c'est la justice des hommes, mais au moins faire en sorte qu'elle puisse exister. Parce que là, concrètement, le citoyen qui regarde encore une fois ce qui se passe se rend bien compte qu'il y a un énorme problème à ce point de vue-là. La justice française n'est pas indépendante? Alors non, évidemment, elle n'est pas indépendante, déjà. Mais le problème aussi, c'est le milieu de la justice a été, lui aussi, fortement, comment dire, intégré par la pensée dominante, qui consiste à dire que de toute façon, l'individu n'est pas responsable de ses actes, il est victime de la société. Donc, on va remettre la faute sur la société, sur peut-être même le coupable, sur les circonstances, sur tout un tas de choses, mais pas sur l'individu qui a mal agi. Parce que lui, c'est une victime, même s'il est condamné pour la 27e fois. La sanction n'est pas une solution, la prison non plus. Il faut le réinsérer, il faut le comprendre, il faut l'aider, etc., etc. Alors ça, c'est une très belle idée, mais le problème, c'est que là, on gère une situation qui est critique. On a, je vous l'ai dit, on a plus d'une centaine d'agressions au couteau tous les jours. Donc le citoyen, c'est pas ça qu'il attend. Lui, il attend simplement de pouvoir déambuler honnêtement dans la rue, tranquillement, sans être menacé, agressé. Et c'est une demande assez légitime, il me semble, puisque lui-même n'est pas agresseur de qui que ce soit. C'est la base du contrat social. Et comme il n'est pas rempli, évidemment, il y a un problème. Il faut changer quelque chose. Et je ne dis pas qu'on peut trouver une justice parfaite, satisfaisante. Il y aura toujours des erreurs judiciaires, mais au moins que cette justice ait un semblant d'existence, ce serait déjà bien. Quel regard vous portez sur les événements récents, à savoir la décapitation de ce professeur, M. Paty, par un islamiste? Alors, je ne connais pas exactement encore les faits. L'enquête est en cours notamment sur les raisons. C'est-à-dire, est-ce qu'il a montré des caricatures? J'ai entendu ce matin qu'apparemment, il n'avait pas montré de caricatures, en réalité. Ah bon? Mais alors, que la personne, en tout cas, qui a accusé... Ah, la jeune fille n'était pas dans la classe à ce moment-là. Voilà, et alors, lui prétendait, me semble-t-il, durant l'enquête, parce qu'il y a une enquête, prétendait qu'il n'avait pas montré de caricature. Ça, honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Personnellement, moi je suis pas fanatique des caricatures. Je pense pas que c'est un truc à montrer en classe. On peut très bien, je pense, à mon avis, expliquer la liberté d'expression sans avoir à montrer la montrer dans toute son ampleur. Sinon, à ce moment-là, pourquoi pas, je sais pas, lire des extraits de mes bouquins. Je pense pas qu'on le fasse non plus. Mais évidemment, l'enchaînement des faits derrière est très significatif. C'est que c'est pas un fou, un déséquilibré. C'était très pratique, ça, avant, de dire oui, mais lui, je comprends, il a un gros problème dans sa tête. Là, non, c'est une forme de lynchage collectif. Et justement, on a tout le mécanisme du lynchage. On a les accusateurs, on a le truc qui monte, le délire qui prend, et au bout du compte, évidemment, il y a l'exécuteur. Mais on a vu qu'il y avait une chaîne de responsabilité qui a été diluée justement dans l'accusation collective. Et au bout du compte, encore une fois, ces gens-là qui ont participé au lynchage vont rejeter leur responsabilité sur le fou, celui qui a passé à l'acte, et même à la limite sur le professeur, parce qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais la question n'est même pas là. C'est que même si peut-être on peut être contre le fait de montrer des caricatures dans un établissement scolaire, même s'il l'avait fait, il est impensable qu'il ait subi ce qu'il a subi. Même les pressions, même les menaces, etc. Dans un pays libre, on ne peut pas admettre ça. Donc, mais ça souligne un problème qui est bien plus profond, c'est que même s'il avait seulement parlé de liberté d'expression, s'il avait seulement fait un cours d'histoire sur le Moyen-Orient, on sait très bien que son cours aurait été un enfer. Et c'est comme ça dans quantité de quartiers populaires. Donc plus on admet cette situation, plus on se dit oui, bon, il suffira pas de publier des trucs dans un petit encart dans les journaux régionaux avec des caricatures. Au contraire, ça tendra encore plus la situation. Donc il faut prendre la mesure du problème fondamental, et à mon avis, c'est celle de l'immigration. On a accepté depuis très longtemps, le peuple était contre. L'État, justement, c'est lui qui organise cette immigration. Je ne suis pas dans une théorie de complot ou tout ça, c'est lui qui délivre, son administration qui délivre les titres de séjour, qui n'expulse pas les demandeurs d'asile déboutés, c'est lui qui fait ça, concrètement. C'est lui qui a ouvert les frontières.
Et cette immigration n'a pas été voulue par le peuple souverain. Et aujourd'hui, il y a des conséquences évidentes qui sont celles du terrorisme, qui sont celles de l'insécurité, qui sont celles de la décohésion sociale majeure, des cultures qui sont beaucoup trop éloignées, qui ne peuvent pas cohabiter, ou de manière assez marginale. Et là, il est un peu tard, en fait, pour réagir, pour se dire, il y a un problème. Évidemment, on parle de laïcité, on parle d'autorité, on parle d'un tas de choses pour éviter d'en venir au cœur du problème. Mais on est encore loin, malheureusement, de résoudre ce problème, à mon avis. Alors, il y a un mot, je vous avoue, qui n'apparaît pas dans votre livre, du moins, je ne l'ai pas lu, c'est celui de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une forme d'État supérieur, en quelque sorte, un collège d'États. Alors là, justement, c'est vraiment le pot pourri de tout ce que je dénonce dans le bouquin, mais au-delà des États encore. C'est-à-dire, on crée un échelon supérieur avec des individus dont on ne sait pas exactement à quoi ils servent, si ce n'est à interdire, justement, enfin, à garantir que la souveraineté des peuples ne puisse pas s'appliquer, puisque l'État français peut se défausser maintenant en disant « Ah oui, mais attendez, on ne peut pas expulser les demandeurs d'asile parce qu'ils sont trop nombreux et on n'a pas le droit, à cause de l'Union européenne, de les expulser en groupe. C'est interdit par la Convention des droits de l'homme. » Donc, l'État français peut se défausser comme ça, en disant « Vous comprenez, on obéit aux directives, on a signé le pacte, donc... » Et c'est une autre manière de déposséder les peuples de leur souveraineté. Et encore une fois, de prendre en main leur destin, de récupérer un peu d'argent au passage, de caser beaucoup d'amis, puisque ces institutions permettent aussi, il y a beaucoup de postes de commissaires, ça permet de recycler les élites françaises, ça commence à se voir, les Fabius ou les individus comme ça qui se nourrissent exclusivement du fruit du travail des autres depuis des décennies, ça leur fait une bonne place. Et ça permet de tenir les populations. Donc c'est une partie du problème, mais c'est qu'un super État parmi d'autres en fait. Alors concrètement, quel conseil vous donneriez à celui ou celle qui regarde cette vidéo? Conseil très pratique. Vous faites la promotion dans votre livre ce qu'on appelle le survivalisme, c'est-à-dire se retirer à la campagne, etc. Alors, ça fait partie d'une batterie de conseils, et je pense que c'est vrai que c'est important d'avoir du recul sur ce monde. Et on ne peut pas prôner une autonomie morale, une autonomie de conscience, une lucidité dans tout ce qui se passe, si on n'a pas aussi une forme d'autonomie réelle. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, si le système venait à s'effondrer pour une raison ou pour une autre, on se rend compte qu'on est totalement dépendant de l'État, des réseaux d'approvisionnement, de toute la structure de la société, de centaines d'individus. On a une panne, je ne sais pas, d'électronique, on est déjà perdu. Donc, essayer de faire un effort sur nous-mêmes pour sortir un petit peu de ça, pour au moins en avoir pleinement conscience, et pourquoi pas avoir quelques coups d'avance au cas où il y aurait un problème dans la machine, qui est très probable, encore une fois. Donc ça ne coûte pas plus cher, peut-être, de prendre du recul, d'avoir, je ne sais pas, une certaine autonomie concrète. Mais, encore une fois, je ne prône pas le survivalisme radical. Hein. Je ne dis pas que le type qui est dans son abri anti-atomique avec ses boîtes de cassoulet est l'avenir du monde, parce qu'en plus c'est faux, parce que s'il y a un effondrement, si, je ne sais pas, des foules armées ou même des foules tout court viennent et en veulent à ces cassoulets, il aura bien du mal à se défendre tout seul. Donc je parle aussi de la nécessité du réseau, de connaître les gens qui vivent autour de soi, de l'entraide, de retrouver un sens, de redonner à la vie un sens plus réel, plus concret, justement sans passer par-delà les filtres numériques et satellitaires, se réintéresser aux individus qui vivent autour de soi, pour peut-être reparler aux Français, reconstruire une forme de réseau de résistance autonome et souverain dans sa tête et dans sa vie de tous les jours. Et en même temps, est-ce que se retirer à la campagne, se mettre à la permaculture, etc., c'est pas aussi une forme de capitulation, de renoncement face au monde dans lequel on vit? Alors c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit une fuite, parce que l'appel de la forêt, c'est très bien, mais si c'est si on s'isole, ce que je dis dans le livre, si on fait son ermite et qu'on va dans la... Effectivement, la société n'a plus de pouvoir sur nous, Big Brother non plus, mais on n'en a plus du tout sur lui non plus. Et ça, c'est pas une solution, parce que si on veut que les choses évoluent, si on veut exister aussi, c'est-à-dire avoir un pouvoir qui est un peu aussi la loi principale du livre,
eh bien, ça passe par les autres, par notre reconnaissance, par la reconnaissance de notre, je sais pas, de notre talent, de notre mérite. Et ça, dans la forêt, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être excessif là-dedans, plutôt prendre du recul, mais bien garder conscience qu'on ne peut pas exister sans nos pairs. Et que si on les laisse devenir ce que Big Brother en veut, c'est-à-dire des marionnettes consommantes, on aura perdu. Évidemment, on se sera, même si on perd, on se sera augmenté soi-même. On aura toujours ça de gagner sur les autres. Mais ça ne suffit pas en réalité, on le sait tous. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre, d'essayer d'éveiller un petit peu, d'aiguiller, on va dire, les individus lucides, les individus qui sentent bien qu'il y a un problème, mais qui peut-être l'ont pas encore formulé, n'ont pas encore désigné les responsabilités, et même la leur. C'est surtout ça que je reproche souvent à mes contemporains, c'est que faire, ça veut dire qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Quelles sont vos solutions? Parce que vous n'en avez pas, parce que vous n'avez pas suffisamment réfléchi. Et on ne peut plus se contenter de ça. Chacun doit se remettre en cause et essayer d'apporter lui-même ses solutions. Vous le dites, le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Ah oui, pour moi, c'est très clair. C'est que c'est très facile d'accuser... moi, je pense que Big Brother, évidemment, c'est un ennemi. Mais ce serait trop facile de l'accuser, lui, seulement, et de ne pas se remettre en question. Parce que s'il est si puissant, s'il nous paraît justement complètement surhumain aujourd'hui, c'est parce que nous sommes extrêmement impuissants et que nous lui concédons le droit de tout, le droit total sur nos existences. Alors, Laurent Berton, si vous le voulez bien, on va passer aux questions de nos contributeurs. Je vais en choisir certaines. Ça vous va? Pas de problème. Alors, question de Nox22. Dans une logique d'autodéfense citoyenne, êtes-vous pour le port d'armes citoyen? Et si oui, dans quelles conditions? Si on défend la liberté individuelle, on est un peu obligé de défendre celle du port d'armes. Évidemment, sauf si ça vise à contraindre ou à voler ou à agresser nos concitoyens. Si c'est pour attenter aux autres libertés, ça ne peut pas fonctionner. Mais une société de citoyens libres et responsables, il n'y a aucune raison qu'elle proscrive le port d'armes. Parce que pour l'instant, les armes sont réservées à ceux qui méprisent le code pénal. Ils ont des armes qui sont même bien plus performantes que nos policiers. Donc c'est un problème, il me semble. Et il faut bien se souvenir qu'au début de la République, la question des armes pour le peuple, justement pour se prémunir des envahisseurs, certes, mais surtout des tyrans, était considérée comme résolue. On n'a pas voulu inscrire cette spécificité dans la Constitution parce qu'elle allait de soi. Ce sont les mots de Mirabeau. Le peuple, c'est évident qu'il doit être armé. Mais petit à petit, l'État a compris qu'il devait se défendre contre sa seule menace, concrètement, c'est le peuple. Et il devait se défendre contre ce peuple en votant des lois, toujours en tirant prétexte de dégénérés, de criminels, de types complètement fous, en restreignant les libertés globales. Là, on le voit, on a un type qui coupe la tête d'un enseignant. Le lendemain, les réseaux sociaux, il faut restreindre, il faut contrôler, il faut encadrer la liberté d'expression. On ne s'en prend pas aux criminels, on s'en prend toujours à la population générale. Et on restreint les libertés. Donc aujourd'hui, on a tellement fait de propagande là-dessus. Les États-Unis, c'est terrible, regardez ce qui s'y passe, il y a énormément de morts par arme à feu. Donc on a vacciné un petit peu le citoyen français de cette liberté-là. Et pourtant, à mon avis, elle est importante. Donc voilà ma position sur le sujet des armes. Tiens, j'ai une question, donc pas d'un contributeur de moi, donc. Vous, Laurent Berton, vous êtes pour la peine de mort ou pas? Non, je ne suis pas pour la peine de mort. Je pense que la justice, si elle était appliquée, le code pénal me semble assez... je ne sais pas, enfin, je ne suis pas juriste, mais il me semble assez complet en matière de répression de la criminalité, s'il était appliqué. Si un type qui est condamné à la perpétuité vivait réellement une peine à perpétuité pour toujours, ce qui aujourd'hui n'existe quasiment pas, je pense que ça suffirait largement. Donc je ne pense pas que l'État doit avoir cette prérogative suprême de mettre à mort quelqu'un. Après, la légitime défense du policier, c'est différent. Le policier qui est attaqué, sa vie est en danger, il riposte, il tue l'agresseur, c'est la loi, elle est comme ça. Le citoyen, normal aussi d'ailleurs, c'est la seule condition, je pense, où on peut accepter que, en tout cas, la mort soit légalisée. Sinon, à part ça, je ne pense pas que l'État a
et à la mettre en œuvre. Vous semblez dire, dans votre dernier livre, qu'il ne faut rien attendre de l'État. C'est le cas. Je confirme. Est-ce que vous ne rejoignez pas ici, au fond, la logique ultralibérale des pires prédateurs financiers qui voient dans toute action de l'État, dans toute norme, une limite à l'expansion sans fin de leur capital? C'est intéressant, parce que souvent, quand on critique le libéralisme, l'ultralibéralisme, le néolibéralisme, moi j'utilise pas trop ce mot-là parce que, en général, personne ne l'entend de la même manière et souvent on a une vision assez tronquée de la chose. Et justement, je pense qu'il y a ces empires financiers à la puissance quasiment illimitée, il y a ces avantages énormes qui sont concédés aux banques, justement parce que les États sont tout à fait complices et leur donnent des privilèges. Les banques aujourd'hui ont des privilèges qui sont incroyables. Elles ont des privilèges de créer de la monnaie, ce qui est complètement fou. Enfin, c'est comme si on autorisait le citoyen à fabriquer sa monnaie lui-même. C'est exactement le privilège qu'on concède aux banques aujourd'hui. Et ça, c'est l'État qui le fait. Si l'État il est simplement là pour sanctionner en disant non, non, on ne peut pas créer de la monnaie, c'est pas possible. Les dépôts que vous avez en stock doivent être physiques, doivent être réels, doivent correspondre à de l'argent concret. Sinon, vous êtes un voleur. Tout ça n'aurait pas lieu. Et donc, je pense qu'il y a une part énorme, et c'est en concédant aux banques ce pouvoir, en permettant ces actions de relance énormes, là, ces centaines de milliards qui sont injectés dans l'économie régulièrement, c'est ce qui fait léviter les bourses, ce qui crée une fausse valeur sur les marchés et ce qui remplit les poches des amis de l'État, des groupes extrêmement puissants, des Lagardère et compagnie. Ce sont ces astuces-là. Ces types-là, s'ils pouvaient vivre uniquement de leur mérite, moi j'aurais absolument rien contre. Même s'ils vivaient très bien, s'ils avaient beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'ils participent au vol commis par l'État. Ils sont quelque part complices de ce vol à grande échelle. Et le vol devrait être interdit, de mon point de vue. Mais pour tout le monde. Pour le banquier, comme pour vous et moi, en fait. Tiens, ça c'est une question intéressante. Question de Laurent 38. Si vous étiez ministre de l'Intérieur, quelle serait votre première mesure radicale? C'est un peu paradoxal de savoir ministre. Oui, c'est très paradoxal. Le ministre de l'Intérieur, je pense malheureusement que ses pouvoirs sont très très limités, à part féliciter les policiers et essayer de remplacer leurs pneus usés. Je ne sais pas bien ce qu'il a comme pouvoir concret, en fait. C'est le chef de la police, mais comme il n'a aucun pouvoir sur la justice, là c'est évidemment... La France adore les ministères de l'Intérieur. C'est une particularité depuis Pasqua. Ce rôle est justement très bien utilisé par l'État, à mon avis, parce que le discours du type qui arrive alors que le corps est encore chaud et qui dit on ne va pas laisser passer avec l'air très grave et tout ça. On a eu Sarkozy, Cazeneuve, Darmanin, on en a énormément des comme ça. Valls aussi était parfait dans son rôle, mais justement ce n'est qu'un rôle. Et ça dissimule complètement le discours, Darmanin, l'ensauvagement, etc., les barbares, ça dissimule complètement que derrière, la justice, alors on a eu Taubira, Belloubet, Dupond-Moretti, est exactement la même, et elle ne se préoccupe pas du tout d'être appliquée. Donc même si vous avez un chef de la police, même si vous avez la meilleure police du monde, qui arrête 100% des auteurs de délits, fauteurs de troubles, tout ce qu'on veut, si derrière il n'y a pas de punition, ça ne sert à rien. Donc peut-être que si j'étais ministre de l'Intérieur, je ferais un discours pour expliquer ça, je démissionnerais immédiatement, je pense. Vous pensez que c'est un choix conscient de la part de nos politiques, de cette mansuétude, Conscient, je ne sais pas. Je pense que ceux qui ont été nommés ministres de la Justice, Taubira, Belloubet, Dupond-Moretti, sont convaincus que la répression judiciaire, la prison est un échec, c'est pas une solution. Ils sont sans doute convaincus de ça. Il y a une sincérité, je pense. Mais c'est pas une excuse, la sincérité. Les imbéciles sont des gens sincères et ça ne les dispense pas d'avoir des comptes à rendre. Et ils sont pas là, en fait, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont là pour remplir une mission qui est celle de juguler la criminalité, d'y répondre. Et elle n'est pas remplie, cette mission, clairement, aujourd'hui. Donc je pense qu'après, il y a une part de calcul, évidemment, dans la communication du gouvernement, d'avoir ce personnage du ministre de l'Intérieur. Allez, Darmanin, fais-toi plaisir, vas-y à fond, parce que la population adore, ça leur fait plaisir, on va prendre des points dans les sondages. Ça a toujours été comme ça, pour dissimuler, justement, que la justice ne suit pas. Et on n'ose pas s'attaquer à ce problème-là, ça c'est très clair. Vous nous dites qu'en gros, ils sont imprégnés d'une idéologie qui fait partie d'ailleurs des ennemis que vous désignez dans votre livre, à savoir le progressisme. Le progressisme, je pense que c'est vrai que c'est le mot-clé qui peut résumer à peu près cette
cette forme de compétition morale qui consiste à aller toujours plus loin, justement, dans l'accusation de la population moyenne, dominante, honnête, majoritaire, enfin bref, le contribuable, la société, et de monter, enfin comme ça, d'ériger les minorités, alors toutes les minorités qu'on peut imaginer, même les femmes d'ailleurs sont considérées comme des minorités, ce qu'elles ne sont pas numériquement, mais n'empêche, les femmes, les LGBT, handicapés, enfin les racisés, comme on dit, tous les individus qui, dans l'esprit, c'est ça qui est intéressant avec le progressisme, c'est dans leur esprit, ils ont l'air de commencer la partie de Scrabble avec 3W, donc on doit les favoriser. On doit la discrimination positive, on doit être bienveillant. Quand un enfant d'origine africaine dit que le terrorisme c'est mal, on va dire que c'est un génie extraordinaire, que c'est la France de demain et qu'il faut le montrer dans toutes les écoles. Il y a une perversité énorme là-dedans. Le progressiste est justement convaincu qu'il y a un décalage à combler entre la société majoritaire et ses minorités, et que donc il faut les favoriser par tous les moyens. Et il pense que son attitude bienveillante, sinon résoudra la situation de ces individus, au moins apportera du prestige à leur personne. Dupond-Moretti, je pense qu'en fait, il en a à peu près rien à foutre de ce qui va arriver de ces jeunes qu'on va réinsérer, mais pourvu que lui, en tout cas, il soit auréolé de la gloire d'avoir appliqué une méthode qu'il estime humaniste et la seule légitime. C'est tout le progressisme, en fait. C'est de prétendre à l'altruisme, à l'humanisme, et en réalité faire reluire sa propre personne par cette espèce de pensée bienveillante, mais qui en réalité est complètement... Enfin, si elle n'est pas hypocrite, en tout cas, elle est inconsciente. Il y a une inconscience, en fait. Elle se ment à elle-même. Si elle n'est pas consciemment hypocrite, c'est ça que je veux dire. Avec cette dimension aussi dans la discrimination positive de vrai racisme en soi. Ah oui, non mais de toute façon, en fait, on renverse complètement l'idée de mérite républicain, d'égalité des chances pure, pour le coup, puisque là, pour le coup, si vous êtes nommé, je ne sais pas, dans tel grand groupe, parce que ça marche aussi dans le privé. Dans le privé, on a justement cette morale dominante qui pousse tout le monde à donner des gages, donc à dire « Regardez, ma diversité au sein de mon entreprise, elle a augmenté, je suis là, je mets en avant cet homme que j'ai employé récemment. » Mais du coup, cet homme qui a été employé parce qu'il est de telle origine ou parce qu'il représente telle minorité, devrait se demander pourquoi il est employé finalement. Est-ce que c'est uniquement par sa compétence ou par ce qu'il représente, la communauté à laquelle il appartient? Et là, c'est sûr qu'on bascule dans complètement autre chose. Et c'est extrêmement dangereux, mais c'est vraiment la voie qu'on est en train de suivre. Avec en plus ce présupposé que cet homme de telle origine n'aurait pas pu accéder à ce travail sans l'aide finalement de la discrimination positive. Évidemment, c'est qu'on part du principe, justement, le progressisme part du principe qu'il est moins compétent, il a moins de chance, alors il va justifier ça en disant que c'est la société, c'est la faute de la société. S'il est moins compétent, c'est parce qu'il est tenu à l'écart des compétences, parce qu'il est discriminé, parce que tout ce qu'on veut. Et que c'est une souffrance psychologique et donc il n'aurait pas pu de lui-même le faire. Et moi, je le fais, je le pousse en avant, et la gloire, elle est pour moi seule. Puisque je montre, regardez, moi je suis bon, j'ai embauché ce petit gars, je lui ai donné sa chance, et je marque des points dans les grands dîners mondains. Ça coûte pas cher de faire ça, hein, pour ces gens-là. C'est une matière... La diversité, justement, est une matière première idéale pour marquer des points socialement. C'est très cynique, je pense que ça s'apparente... C'est pas loin de s'apparenter à la traite d'êtres humains, hein, puisque c'est une forme de traite mentale, morale. Mais c'est comme ça que fonctionnent les choses. Et tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne désigne pas cette imposture, on peut continuer longuement. Et évidemment, en plus, ils ont cette force qui est le chantage à l'extrême droite, au racisme. Dès qu'on va remettre en cause leur attitude, de dire pourquoi vous faites ça, c'est scandaleux, automatiquement on vous accuse, vous faites le jeu de l'extrême droite, vous êtes raciste, vous nous renvoyez aux heures les plus sombres, etc. Et ce que fait très bien Dupond-Moretti, ce qu'ont fait tous ses successeurs, ce qu'ont fait tous ses prédécesseurs, et ce que feront sans doute ses successeurs. Vous-même récusez cette
accusation d'extrême droite? Vous n'êtes pas d'extrême droite? Alors, il faudrait définir, parce que c'est toujours pareil, le libéralisme, l'extrême droite, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Quand on est en école de journalisme, l'extrême droite commence à François Bayrou, par exemple. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par là. Si c'est d'être plus à droite qu'Alain Juppé, il n'y a aucun doute. Moi, je suis d'extrême droite, du coup, par rapport à Alain Juppé, encore une fois. Mais c'est pour ça, quels sont les critères qui permettent d'en juger? La personnalité politique qu'on accuse le plus fréquemment d'être l'extrême droite, l'incarnation de l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. Je sais pas vraiment ce qu'il y a de droite chez Marine Le Pen. Dans la vision classique du terme, c'est-à-dire socialement, ses discours sont plutôt à gauche. Peut-être que être contre l'immigration de masse, être pour le contrôle de l'immigration... C'est le nœud gordien. Voilà. Donc, si on se base uniquement sur ce critère, je pense qu'il y a énormément de Français, du coup, qui sont farouchement d'extrême droite, puisqu'ils sont contre cette immigration de masse. C'est risqué de faire ça, je pense. Parce que plus on accuse, plus on banalise ce genre de termes accusatoires qui sont censés être des menaces, plus ils n'en sont plus. Et là, comme tout Big Brother repose sur ce chantage, il n'aura plus derrière d'arguments, d'armes. Voilà, une fois qu'on arrive à Hitler, il n'y a plus rien au-dessus. Donc, comment contrôler la foule par la peur, on ne peut plus. Donc c'est très risqué de jouer à ça. Et parce que pour l'instant, il n'y a pas d'offre politique concrète d'extrême droite, mais ça pourrait arriver. Vous? Ah non, mais moi, encore une fois, je ne me qualifierais pas de tel. J'imagine qu'on peut être beaucoup plus extrême que moi. Hein. J'ai plutôt l'impression d'être très modéré. Donc c'est vraiment l'appréciation de chacun. Mais le problème, c'est que ce curseur politique, cette espèce d'échiquier, a été complètement justement digéré par Big Brother et donne une image de la réalité qui est très faussée. Lui, il est le bien, il est le centre, il est la lumière. Et ce qui ne s'aligne pas sur lui est rejeté dans les ténèbres du dehors de l'extrême droite. Et c'est un énorme problème. Et le problème aussi est que la population générale a fini par s'identifier à ces curseurs. Et la peur, aujourd'hui, quand elle va voter, elle a peur d'être associée à ces menaces sociales. Parce que c'est une menace sociale. Si vous n'allez pas dans la rue en disant « Bonjour, je suis d'extrême droite », ben non, parce que derrière, on sait très bien que vous aurez des problèmes. Ce que vous venez de dire pose une question philosophique de fond, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Au fond, la question, c'est est-ce que les gens suivent le système ou est-ce que le système ressemble aux gens? Ah, c'est une très bonne question. Il y a un peu des deux. Je pense que c'est comme le programme télé. C'est qu'on se dit à un moment donné, est-ce que c'est Cyril Hanouna qui va rendre ses spectateurs ce qu'ils sont, ou est-ce que Cyril Hanouna existe parce qu'il y a une demande de ses spectateurs? Et c'est vrai que, fatalement, pour qu'une offre fonctionne, il faut qu'il y ait une demande en face. Et c'est vrai que, malheureusement, encore une fois, Big Brother s'adapte aussi à la personnalité, à l'attente, à la demande de la population. Et c'est pour ça qu'il est aussi puissant, qu'il passe son temps à communiquer, qu'il est de toutes les ingérences, puisque le Français lui-même exige qu'il agisse. Le Français n'a pas dit j'ai pas de masque chez moi, je vais aller en acheter. Il a dit c'est scandaleux que l'État n'en ait pas à me donner. C'est scandaleux qu'il n'ait pas prévu ça. Alors que moi je l'ai pas prévu, mais l'État ne l'a pas fait lui, alors il aurait dû le faire pour moi, puisqu'il est mon cerveau. Et il aurait dû me fournir. Et maintenant qu'il le fait, non, mais je veux plus. L'État, ça va, il en fait trop. Et enfin, c'est clair que voilà, l'État s'adapte. Et il tient ce rôle de maître parce que la population est dans cet état d'attente et de domestication. Vous avez appelé ça, et c'est très intéressant d'ailleurs, la dérive. Les gens dérivent. Oui. Comme étant le mal quotidien qu'on subit tous, à savoir traîner sur les réseaux sociaux, ne pas s'intéresser aux problèmes qui nous concernent tous, etc. La dérive, c'est une notion intéressante. C'est vrai que, en fait, notre époque aussi nous donne tous les moyens de nous oublier, de nous fuir. Si on était confronté à des réalités économiques et quotidiennes plus dures, si réellement les Français avaient du mal à manger, à se nourrir, mais ce n'est pas le cas. La pauvreté réelle, elle est assez marginale dans ce pays. Ce qui fait que nous, même si on peut constater des choses, même si on n'est pas content, on a quand même notre petit confort. Et on a les moyens de se divertir. On est complètement happé par les médias, par les écrans. Ce sont des techniciens remarquables, des spécialistes du comportement. Ils savent exactement comment hypnotiser, comment capter l'attention. Les publicitaires, les réalisateurs, enfin tous ces gens qui bossent là-dedans. Donc on peut fuir dans quantité de récompenses. Enfin, c'est pour moi des illusions, mais en tout cas des
des dérivatifs qui nous permettent d'oublier le présent et de ne pas s'arrêter pour se regarder en face, de ne pas se dire qu'est-ce que je suis en train de faire, quel est le sens de ma vie, ce travail, cette vie qui me fuit, ce pays qui m'échappe complètement, où est-ce que ça me mène? On a les moyens de ne pas se poser la question, de se remplir la tête de bruit, d'écran, voilà, d'autres choses. Et c'est très intéressant, et ça fait partie aussi de la force de cet appareil, c'est qu'il a cette puissance de divertissement qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Avant nous, les êtres humains n'ont jamais été confrontés à une telle puissance numérique. Donc on ne sait pas exactement comment ils peuvent réagir et s'y accoutumer. Et pour l'instant, ils ont tendance à la subir et à l'accompagner, plus qu'à se révolter contre elle. Est-ce que cette arme que sont les écrans, qui est utilisée contre les peuples, ne peut-elle pas être retournée contre Big Brother? C'est exactement, enfin, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Nous sommes actuellement, vous et moi, absolument, sur YouTube. Absolument, absolument. Et Internet, par exemple, a échappé dans un premier temps au contrôle, à Big Brother. On voit que rapidement, l'État va essayer d'en reprendre le contrôle. Et dès qu'il y aura une structure d'opposition qui va commencer à être menaçante pour lui, il tentera, d'une manière ou d'une autre, de l'absorber, de la racheter, enfin, je sais pas, de minimiser son exposition. Et c'est pour ça que sa toute-puissance est très difficile à combattre. On peut créer tout ce qu'on veut, on aura du mal pour l'instant à le réduire. Donc c'est un travail de fourmi, parce que nous, on aura beaucoup moins d'audience que Cyril Hanouna en aura ce soir. C'est pas sûr, justement. Alors on va essayer de lutter. Cyril Hanouna, c'est 400 000 vues par soir. Il a 400 000 spectateurs. Il s'est effondré là, dans les sondages, dans les statistiques. Sur YouTube, faire 400 000 vues, c'est possible. Bon. On est encore loin des JT. Oui, oui. On est loin de Koh-Lanta, qui fait 4 millions, 5 millions, c'est sûr. Et c'est la permanence aussi du message. C'est que du matin au soir, on a toutes les chaînes, on a toutes les radios, et je ne sais plus, les statistiques sont effrayantes. Les Français regardent la télé au moins 4 heures par jour, la radio, ils l'écoutent 2 à 3 heures. La puissance, c'est la répétition. Exactement. Et ça, c'est très difficile d'avoir du cerveau disponible là au milieu. Les gens à mon avis, qui nous écoutent, qui sont devant leur écran là, actuellement, ont déjà un chemin qui a été parcouru, qui est important. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à diffuser, à mon avis, je ne vois pas d'autre moyen de continuer à diffuser le plus efficacement possible autour de nous, auprès de ces individus qui manifestent le doute, on sent qu'ils cherchent, qu'il y a un besoin de réponse ou de pistes. C'est eux qu'il faut aller voir en priorité pour diffuser justement cette espèce de contrepoison. Les Français parlent aux Français, c'est vraiment la base de la résistance. Alors, on n'a pas du tout les mêmes armes, mais si on parvient à induire dans une bonne partie de la population, justement, à quel point l'imposture progressiste, tout ce qu'on a dit, cette surpuissance de l'État, peut-être que là, on peut initier une révolution avant tout morale. Et c'est à partir de là qu'on peut espérer un changement, parce que si les individus ne sont pas prêts à ça, ils vont peut-être manifester, ils vont être en colère, mais dans 99% des cas, ils vont se tromper d'ennemis, et ils seront digérés par le système, qui est très habile pour ça. Donc vous appelez à une prise de conscience? En quelque sorte, oui. C'est pas nouveau, mais peut-être le fait nouveau, c'est de voir justement le problème dans sa globalité. Big Brother, de se dire, il suffit pas juste de nommer machin X à la place de Y et espérer que tout va être réglé. C'est pas comme ça que ça peut se passer. Et surtout, aussi bien voir que ceux qui sont présentés par le système comme étant des révolutionnaires, des individus dangereux, sont peut-être en réalité ses meilleurs alliés. On l'a vu dans la crise des Gilets jaunes, quand les Gilets jaunes ont été absorbés petit à petit par les protestataires d'extrême gauche habituels, on a vu le mouvement s'effondrer sur lui-même. Et Big Brother est très habile pour faire ça, de décrédibiliser complètement un mouvement, de le défaire dans le temps, de le dissoudre. Tant que l'individu, le protestataire, ne verra pas que Big Brother est le problème dans son entièreté, il est susceptible d'être repris et digéré par lui. Est-ce que vous, personnellement, Laurent Berton, vous avez espoir que les choses changent? Alors espoir, c'est un mot que j'aime pas. L'espoir et le désespoir sont deux erreurs, à mon avis. Je vous cache pas que votre livre est assez, je dirais pas déprimant, mais il y a cette dimension quand même.
Pourtant, je pensais être sur la corde raide, justement, entre parce que ce sont deux illusions, hein, l'espoir et le désespoir. Le désespoir, c'est pour ça qu'on est là, parce que la plupart des Français, même ceux qui sont éveillés, et surtout ceux qui sont éveillés, en général, sont ultra défaitistes. Pour eux, c'est foutu, c'est perdu, la France, c'est fini, ça ne reviendra pas, qu'est-ce que vous voulez y faire? Et il y a on se complaît un peu dans cette morbidité. Et il y a l'autre pan, l'espoir. Le problème, l'espoir souvent se résume à l'attente. Quand Jean-Paul II dit entrer dans l'espérance, tout ce message-là est fondé sur l'attente de quelque chose d'extérieur, une solution qui va être supérieure à nos existences. Et c'est pas bon non plus, parce que si on croit ça, on peut avoir le pire tout aussi bien. Donc c'est l'optimisme, c'est une erreur aussi. Donc il faut justement se rattraper, se raccrocher à la seule chose sur laquelle on a une prise véritable, et c'est nous. Et justement, déjà, ne pas commencer par trop espérer, par trop désespérer. Rester très lucide. Mon message est surtout centré sur cette réalité. Il y a une réalité, elle existe, et ne jamais s'embarquer dans un autre délire, ne pas rêver au système parfait, ça n'existe pas, il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas d'idéologie exceptionnelle. Simplement, en partant de soi, essayer de reprendre contact avec la réalité, commencer par s'affirmer, s'accomplir soi-même, et après essayer de passer le message et de convertir les petits copains à ce mode de vie justement sans maître. C'est pour ça, à mon avis, les Français ne sont pas prêts pour ce mode de pensée, mais je ne vois pas d'autre voie que celle-là à leur suggérer pour l'instant. Laurent Berton, merci beaucoup. Merci à vous.